Bonjour. D'où vient la cristallographie aux rayons X? Dans cette séquence, nous allons voir comment s'est construite cette méthode au fil des avancées de la physique. Avant de comprendre comment la cristallographie aux rayons X est née, il faut parler de la découverte des rayons X. L'histoire commence en 1895. 1895, c'est l'année de l'invention du cinéma, et c'est aussi par exemple celle de la mort de Louis Pasteur. En histoire des sciences, c'est une date qui sépare le 19e siècle du 20e siècle. En 1895, à Würzburg, Wilhelm Röntgen travaille sur le sujet à la mode du moment, qui est l'étude du tube à décharge. Le tube à décharge est un tube à vide dans lequel on insère deux électrodes, une cathode, une anode, entre lesquelles on applique une haute tension. Une fois qu'on a mis cette haute tension, on voit apparaître des rayons colorés qui passent de la cathode à l'anode et qu'on appelle donc les rayons cathodiques. Maintenant, nous savons bien que c'est un faisceau d'électrons, mais à l'époque, on ne connaît pas l'électron. Wilhelm Röntgen va s'interroger, comme beaucoup de chercheurs de l'époque, sur la nature de ces rayons cathodiques. Et il va chercher à savoir si quelque chose sort du tube, par exemple les rayons cathodiques eux-mêmes ou quelque chose d'autre. Pour cela, il va mettre un papier noir autour de son tube pour masquer la lumière qui en sort. Au moment où il met son tube sous tension, il va alors remarquer un scintillement sur un écran fluorescent qu'il avait posé sur une table à quelques mètres de là. Il venait de découvrir ce qu'il a appelé les rayons X comme inconnus. Röntgen va faire énormément d'expériences en 3 jours pour bien caractériser les rayons X. En particulier, il va se rendre compte que ces rayons X sont très pénétrants et il prendra cette célèbre photographie de la main de sa femme qui est en fait la première radio. On reconnaît la grosse bague de Bertha Röntgen. Bertha, c'était son prénom. Pendant 17 ans, les savants vont s'interroger sur la nature des rayons X. On sait qu'ils sont pénétrants, qu'ils ne sont ni réfléchis ni réfractés comme la lumière, qu'on ne parvient pas à les faire diffracter et qu'ils ne sont déviés ni par un champ électrique, ni par un champ magnétique. Quelle est donc la nature de ces rayons? La première hypothèse est donnée par Röntgen en 1895, dès son premier article. Il pense que ce sont des ondes longitudinales, comme les ondes sonores. 3 ans plus tard, J.J. Thomson, qui est célèbre pour avoir découvert l'électron, pense que ce sont des impulsions électromagnétiques. C'est presque ça. En 1905, Charles Barkla démontre que ce sont des ondes transverses. On brûle. Mais en 1907, Henry Bragg, que l'on retrouvera tout à l'heure, pense que ce sont des particules neutres. La situation se complique. Enfin, en 1912, Arnold Sommerfeld, le grand théoricien allemand, en faisant l'hypothèse que les rayons X sont des ondes, déduit de certaines expériences que celles-ci auraient des longueurs d'onde d'environ 0,4 angstrom. Mais restons en 1912. Que sait-on alors des cristaux? À la fin du XVIIIe siècle, René Justaoui fait l'hypothèse qu'un cristal est formé de petites briques qu'il appelle des molécules intégrantes, qui s'empilent périodiquement dans les 3 directions de l'espace. Et il fait ces petits schémas qui sont maintenant assez célèbres et qui expliquent les formes des cristaux. En 1912, il s'est bien sûr écoulé tout le XIXe siècle, pendant lequel la théorie atomique s'est développée. Comme le disait le grand cristallographe George Wolfe, la notion de cristal comme empilement régulier d'atomes est considérée comme l'hypothèse la plus probable. Hypothèse selon laquelle les molécules intégrantes d'Haüy, qu'on l'appellerait maintenant des mailles, sont remplies par des atomes ou des groupes d'atomes que l'on voit ici sous forme de billes blanches et noires. Mais on n'a aucune information ni sur la manière dont ces atomes s'empilent, ni sur leur distance, car aucune mesure n'est disponible. À ce point de l'histoire, il faut revenir un petit peu en arrière pour rencontrer un personnage assez surprenant, William Barlow, qui est un cristallographe amateur, un dilettante, et qui va simplement, en raisonnant sur la taille des petites billes, prédire correctement des structures très simples, comme le chlorure de césium, le chlorure de sodium, et même la structure diamant, qui décrira correctement en 1897 avec un autre cristallographe plus professionnel, William Pope. Par ailleurs, Jean Perrin, en France, donne en 1912 une dizaine de manières d'estimer le nombre d'Avogadro, le nombre d'atomes par mole. Et donc, ayant une hypothèse sur la structure des cristaux et connaissant le volume occupé par un nombre d'atomes connu, on arrive à estimer les distances interatomiques. Et on trouve qu'ils sont également de l'ordre de l'angstrom. En janvier 1912, à Munich, dans le parc de l'université Louis et Maximilien, se passe une discussion qui a été très commentée entre Paul Ewald, qui est un doctorant d'Arnold Sommerfeld, qui travaille sur la lumière, et Max Laue, qui est également un théoricien de l'équipe de Sommerfeld. Ewald étudie la propagation d'une onde lumineuse dans un cristal tel qu'on l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire une assemblée de petits atomes très proches qui diffusent les ondes lumineuses. Ewald rencontrait un problème théorique difficile dont il voulait discuter avec Max Laue, qui n'était pas du tout au courant des théories récentes sur les cristaux.
Pendant cette discussion, Max Laue va apprendre que les cristaux sont comme des réseaux qui auraient des périodes de quelques dizaines de nanomètres. Et comme il connaît les longueurs d'onde des rayons X, parce qu'il travaille avec Sommerfeld, il va poser la question à Ewald. Que se passerait-il si votre lumière avait une longueur d'onde beaucoup plus courte? Ewald est un peu déçu parce que ce n'est pas de ça dont il voulait parler. Mais il répond que sa formule s'appliquerait sans doute, mais il ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passerait. Alors c'est là sans doute que Max Laue a son idée, qui est tout simplement d'essayer de faire diffracter les rayons X par des cristaux. Mais il va tomber sur une difficulté. Lorsque vous êtes dans un laboratoire de recherche et que vous avez un chef, si ce chef ne veut pas de votre projet de recherche, vous avez des problèmes. C'est exactement ce qui s'est passé. Arnold Sommerfeld ne veut pas que Laue tente son expérience de diffraction. Il a plusieurs raisons pour cela, mais la raison principale est l'agitation thermique, la température dont il pense qu'elle annihilera l'effet attendu par Laue. Pourquoi ? Parce que comme les atomes bougent dans tous les sens, il pense que le phénomène d'interférence sera brouillé. Sommerfeld a tort, mais on ne le comprendra que plus tard. Par chance pour Max Laue, il se trouve qu'en avril 1912, Sommerfeld va s'en aller de son laboratoire. On ne sait pas pourquoi. Peut-être part-il en vacances, peut-être va-t-il à une conférence, mais en tout cas, il part. Alors quand le chat n'est pas là, les souris vont faire de la diffraction et tenter l'expérience de Laue. Et les souris en question sont Walter Friedrich, qui est l'assistant de Sommerfeld, qui va monter l'expérience, et Paul Knipping, qui est le doctorant de Röntgen, qui connaît bien les rayons X. Ils vont monter cette expérience où on voit un tube à vide, puis une plaque de plomb avec un petit trou qu'on ne distingue pas, mais qui laisse passer les rayons X. Ensuite, il y a un cristal qui sera du sulfate de cuivre pentahydraté, un beau cristal bleu. Et derrière, ils vont placer une plaque photo. Et après quelques tentatives infructueuses, ils vont voir apparaître des taches de diffraction que l'on appelle maintenant des taches de Bragg, sous la forme de grosses boules, ici, pas très jolies. Ils vont vite comprendre comment améliorer leur montage et ils vont obtenir cette très jolie photo où on voit clairement des taches de diffraction qui n'ont pas toutes la même intensité, c'est important, et qui reproduisent la symétrie du cristal, ici la symétrie du carré. Et voilà, la diffraction était née. Mais comment interpréter ces taches de diffraction? Pourquoi les appeler taches de Bragg? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine séquence.